Étienne Pujol, avocat, un habitué de notre rubrique Smart et Réglo, et on le remercie d'être là aujourd'hui un peu plus encore. Berilo, votre cabinet, il faut le signaler. Deux sujets aujourd'hui. Un qui est au cœur de l'actualité, c'est la garde d'enfants. Là, aujourd'hui, des salariés commencent à passer des coups de fil pour dire mamie, papy, comment on fait? Peux-tu nous garder l'enfant? Ou j'ai besoin, j'ai pas le choix, j'ai besoin d'aller voir un médecin pour faire un arrêt maladie. A-t-on le droit, sur le plan juridique, d'avoir ce certif médical pour garder son enfant? Oui, on a le droit. Les salariés, les indépendants, enfin tous ceux qui sont confrontés à la fermeture des modes normaux de garde d'enfants sont confrontés à cette problématique de savoir comment je fais dans les jours qui viennent pour prévoir cette modalité de jonglage entre mon travail, ce pourquoi je suis rémunéré, et puis la garde de mon enfant qui devait être assurée par d'autres moyens et qu'il va falloir que j'assure moi-même. Donc le médecin met quoi sur la feuille, enfin, pour le dire un peu simplement, parce qu'il n'y a pas de maladie particulière, permet à la Sécu de prendre en charge en fait. Oui, voilà. Et en fait, il y a plusieurs étapes. Quand on est salarié, la première étape, c'est de se dire est-ce que mon poste est télétravaillable ou pas? Donc, est-ce que je peux travailler de chez moi? Et une fois qu'on a répondu à cette question, si on est télétravaillable, donc on peut être chez soi et qu'on a un enfant dans le même environnement professionnel, on se demande après est-ce que je suis en mesure de juguler la partie travail et la partie je m'occupe de mon enfant scolarisé, je surveille comment il travaille en Zoom ou en télétravail lui aussi avec son école. Si l'enfant est déjà un adolescent et peut s'occuper lui-même, a priori c'est gérable, mais le seuil est à 16 ans, donc le seuil réglementaire est à 16 ans. Mais un enfant en dessous de 10 ans, c'est quand même extrêmement compliqué de cumuler deux travaux en même temps. Ça se saurait si le travail de nounou ou d'instituteur était un travail partiel, ça se saurait. Donc ça veut dire, pour le dire simplement, et on va parler du chômage partiel, parce que c'est un autre sujet très important, ça veut dire que les médecins là, vont être très sollicités dans les jours qui viennent, et ils n'auront pas le droit de refuser, nous sommes bien d'accord? C'est compliqué ça. Ça sera compliqué pour eux de refuser. Effectivement, il n'y a pas de. Médicalement parlant, il n'y a pas de cause. En revanche, le fait d'exposer qu'on ne peut pas à la fois s'occuper de son enfant et travailler, c'est une cause objective. Pour le dire simplement, Étienne, on a son certificat médical, ça veut dire qu'on est officiellement en arrêt maladie. La Sécurité sociale va prendre en charge ces jours d'arrêt. Il y a une plateforme en fait sur Amélie sur laquelle on va pouvoir indiquer la situation dans laquelle on se trouve. Pour que les choses soient claires, une fois qu'on a cet arrêt maladie, on ne peut plus travailler dans son entreprise ou on continue le télétravail? Ah non, oulala. Je pose des questions naïves, mais, mais la tentation est grande d'ouvrir l'ordinateur. La tentation est grande, on l'a vu l'année dernière sur ces employeurs qui faisaient à la fois du télétravail et déclaraient de l'activité partielle. Là c'est pareil, quand on est en arrêt maladie, le contrat de travail est suspendu, on ne travaille pas. Donc c'est-à-dire on laisse le smartphone, on ne répond plus à des mails. On exerce son droit à la déconnexion, comme on dit juridiquement. Ça, c'est la partie théorique, parce qu'on a vu des cas très précis de collaborateurs qui eux-mêmes le désiraient, pouvaient répondre aux mails, continuer à travailler en ayant ses enfants dans la maison à gérer en plus. Donc on rentre dans une nouvelle séquence très difficile pour les salariés, ça c'est clair. Très difficile pour les salariers. Et les employeurs aussi d'ailleurs. Ils sont pris dans des injonctions paradoxales. Les employeurs aussi, parce qu'ils doivent continuer néanmoins à assurer la production de ce qu'ils font. Et c'est vrai que ça renvoie à ce qu'on dit depuis quelque temps sur le télétravail. Le télétravail, c'est du travail à domicile ou dans un lieu tiers, c'est-à-dire pas sur le lieu de travail. Et les contraintes, l'exercice du lien de subordination n'est pas le même. Le contrôle de l'employeur sur l'activité du salarié n'est pas le même quand il est sur place de quand il est chez lui. Étienne, il y a un autre sujet, alors là celui-ci il fait moins de bruit parce que c'est un décret qui a été dévoilé hier je crois ou avant-hier sur des modifications des règles concernant l'assurance chômage. Ça avait été évoqué et le décret donc est sorti. Qu'est-ce que ça change dans un contexte particulier où une grande partie des salariés sont ou vont être de nouveau mis en chômage partiel? En fait, l'activité partielle, donc l'indemnisation de l'activité partielle, le communiqué de presse, les réglementations, on dit qu'elles sont prorogées pendant toute cette période-là, ce qui veut dire que le salarié va être indemnisé et normalement, en tout cas pour les parties, les bas salaires entre guillemets, vont être indemnisés sans préjudice financier. Donc 100% ou toujours 84% du brut? 84%. On reste sur le 84%. Ou c'est 100%, tout à fait. D'accord. Donc qu'est-ce que ça change? Pas grand-chose finalement? En fait, ça
ça change pas grand-chose en termes d'indemnisation. La principale préoccupation, comme l'année dernière à peu près à la même époque, c'est la soudaineté de cette annonce où, comme vous le disiez en introduction, tout d'un coup, les salariés et les entreprises vont devoir configurer une nouvelle organisation de travail qu'ils n'avaient probablement pas anticipée. Donc la réalité du jour de ce 1er avril, qui n'est pas une blague, c'est pas une blague, c'est que les salariés, de nouveau, comme il y a un an, doivent s'organiser avec quand même des injonctions très fortes du gouvernement de il faut être en télétravail. C'est-à-dire que là, il n'y a pas le choix. Oui, mais qui n'est pas obligatoire non plus. Alors que le télétravail n'est pas obligatoire. Il y a eu un petit changement sémantique chez Emmanuel Macron hier soir, mais le télétravail n'est toujours pas obligatoire, ne peut toujours pas être imposé. Et encore une fois, quand on télétravaille, on doit être focalisé sur son travail, ce qui normalement est censé éviter les perturbations liées au fait que on a un enfant dont il faut surveiller les devoirs la semaine prochaine quand il y aura de l'enseignement à distance. On ne peut pas être à la fois en conférence téléphonique avec son employeur d'un côté ou des clients et en même temps surveiller que l'enfant de 6 ans fait bien ses lignes d'écriture. Mais ce que certains ont fait quand même. Oui, mais ce qui génère d'une part du stress et de la charge mentale supplémentaire, et puis d'autre part, une concentration probablement moindre, voire un décalage, on parlait de droit à déconnexion avec les smartphones, un décalage dans le temps de la relation de travail. On attend que les enfants dorment le soir pour se remettre au travail qu'on n'a pas eu le temps de faire en journée parce qu'on s'occupait des enfants. Et donc le temps de repos des salariés se trouve considérablement réduit. Et donc la fatigue et l'épuisement, après un an déjà de tension, on l'a vu, vous recevez suffisamment la NDRH pour voir qu'il y a des conséquences sur les relations de travail, sur la santé psychologique des salariés qui est extrêmement forte. Merci Étienne Pujol. On rentre dans un nouveau tunnel, puisqu'on avait évoqué un petit peu de lumière au bout, mais là on repart de nouveau, il faut le dire, dans une période de tunnel un peu sombre, tout en nous disant que, vous avez entendu, bientôt en mai, on n'a pas la date, pourrait de nouveau chanter les oiseaux et chanter les Parisiens et les Français. Bon, oui, à suivre. À suivre, exactement. Le tout, c'est qu'effectivement, on souhaite beaucoup de courage à tous les travailleurs aujourd'hui pour faire face à cette situation, effectivement. Ça va être difficile, en effet. Merci Étienne Pujol, cabinet Berilo, spécialiste en droit du travail et en droit social. Évidemment, c'était un plaisir de vous accueillir. On va faire une petite pause, tiens, parce que souvent vous croisez Fanny Griesmer en sortant évidemment de cette séquence. Petite pause, on va partir aux États-Unis avec elle parce que on a un grand débat en France sur la vaccination, pas assez de vaccins, les vaccinodromes qui sont parfois un peu dépourvus, mais aux États-Unis, elle va nous l'expliquer. Ils ont trouvé une méthode infaillible pour donner envie à leurs collaborateurs d'aller se faire vacciner. Elle nous explique tout dans sa pause café.